Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en ce début d'année, dans ce premier numéro d'édito R7. C'est désormais officiel. Denis Sassou Nguesso a ordonné l'occupation militaire du Congo-Brazzaville par le Rwanda de Paul Kagame. Comme vous le savez, malgré d'énormes potentialités économiques que dispose le Congo-Brazzaville, on ne le rappellera jamais assez, pétrole, gaz, mer, minerais, bois, terres arables. Vous le savez aussi bien que moi que plus de 40 ans de pouvoir, de main de fer et sans partage, Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir par coup d'État militaire en juin 1997, soutenu par des mercenaires et des armées étrangères, un coup d'État militaire qui avait fait plus de 400 000 morts, essentiellement civils. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. A été donc incapable, en 27 ans de pouvoir, disais-je tout à l'heure, depuis son retour au pouvoir par les armes, de fournir de l'eau potable, l'électricité stable aux Congolais. Il faut rendre l'eau et l'électricité aux Congolais. Le slogan est actuellement en vogue dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Surtout ceux où les familles entières manquent cruellement de ces deux produits de première consommation en raison des pénuries à répétition et coupures intempestives dont elles font régulièrement face. Parfois, toute la journée, on n'a pas le courant. Par exemple, avant-hier, c'était notre tour. Mais après 15 heures, le courant, ça repart et puis ça revient. Donc vraiment, ici, nous sommes dans les difficultés. Ça tue. Nous, on a un manque à gagner. C'est un manque à gagner parce que dans le mois, on travaille 14 jours. Hein? C'est-à-dire, sur les 30 jours, on travaille seulement 14 jours. Les autres jours, là, nous sommes dans le délestage. Ça fait déjà des semaines que de l'eau ne coule pas. On doit aller vers le goudron pour aller puiser de l'eau. Il faut 4 heures, on se réveille pour aller puiser de l'eau. Regardez même le petit cela que je vais me laver. Donc vraiment, ici, là, c'est de l'eau seulement. Pire encore, ce spectacle désolant s'intensifie au moment où Brazzaville est sous l'emprise d'une vague de chaleur ces derniers jours. À Brazza-la-Verte, il ne se passe plus un jour sans que les ménages se mobilisent vers les forages ou encore les puits d'eau. Même lecture du côté de l'électricité, qui demeure jusque-là un luxe. Et pour justifier leur incapacité à offrir les denrées précitées aux Congolais, ces deux entités, notamment la EKRC et la LCDE, s'accusent mutuellement. Des travaux interminables pour ces deux sociétés. Ce qui irrite encore dans toute cette histoire, c'est aussi le silence de cathédrale du ministère de tutelle. En plus de la dégradation monumentale du social des Congolais dans son ensemble, imposée par la cherté des produits de première nécessité, l'eau et l'électricité restent une bataille loin d'être gagnée au Congo. Ce malgré la volonté sur papier de l'actuelle équipe gouvernementale à s'approprier ces deux secteurs clés de la vie. L'éducation, vous le savez, est à terre, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Entre désespoir et événements, certains sont obligés d'attendre une évolution rapide de la situation, alors que d'autres doivent se tourner vers les autres centres hospitaliers et l'affluence n'est pas sans incidence. Ce que nous vivons est une mauvaise chose. À l'hôpital de Talangaï, nous avons fait 2 jours sans avoir le son. C'est le même problème dans ce grand centre hospitalier. Il ne peut pas fermer. Le même décor est observé à l'hôpital de base de Makelekele dans le premier arrondissement de la ville capitale. Nous avons reçu des malades qui arrivaient pratiquement en situation terminale, en phase terminale. Donc c'est des malades que les parents amenaient qui, dans 5-10 minutes, mouraient dans le service. Donc ça, c'est les deux phénomènes que nous avons observés. En termes de référence, quand nous avons un problème qui dépasse notre capacité, on a l'obligation de le référer vers le CHU. Mais dans cette période-là, je crois qu'on est en train de se débrouiller. Le même décor est observé à l'hôpital de base de Talangaï dans le 6e arrondissement, à l'hôpital de Mpissa à Bakongo et de l'amitié sino-congolaise dans le 7e arrondissement Filou. Les incidences se sont faites également signalées. La situation sanitaire à Brazzaville, nous avons de sérieux problèmes et la demande est à la hausse dans nos différentes structures.
Il serait tout de même inconcevable que le Congo, qui abrite le siège de l'Organisation mondiale de la santé Zone Afrique, puisse présenter une telle image. Après les échanges contradictoires sur la réouverture de l'hôpital, l'intersyndicale et ses agents de l'hôpital de Longili, qui considèrent que leurs revendications n'ont pas été prises en compte, ont décidé de maintenir leur mouvement de grève. L'hôpital général de Longili, qui compte 950 agents, cumule depuis 2016 jusqu'à ce jour 20 mois d'arrêt de salaire. Les réseaux routiers totalement délabrés, les voiries urbaines quasi inexistantes. L'impraticable réseau routier en République du Congo est un talon d'Achille au développement du pays. Pour s'en rendre compte, il suffit d'effectuer une virée dans certains quartiers des deux villes tels que Pékamfilou, Ngamakoso à Brazzaville, ainsi qu'au quartier Fontiti à Pointe-Noire pour constater que ces routes ressemblent plus à des pistes d'éléphants qu'à des voies urbaines. Construite dans le cadre de permettre la circulation aisée des personnes et des biens, l'état dégradant des routes au Congo devient un phénomène inquiétant pour les usagers congolais, surtout pour les conducteurs victimes des crevaisons et des embouteillages intenses. Face à cette situation, un habitant du quartier Mpékamfilou nous dit ce qui suit. Mais comment on peut vivre comme ça? C'est pas sérieux. Vous prenez les gens à donner l'argent, les gens vont prendre l'argent dans leur poche. En cas de malade, comment tu peux faire heure tardive pour trouver le moyen? Virer par un filou, vous rentrez par là jusqu'à pour aller à Makela ou le CHU. Mais c'est pas sérieux. Étant donné que l'état des routes en République du Congo nécessite une réhabilitation, le ministre en charge de la communication, à l'occasion de la quinzaine du gouvernement, a répondu concernant ce fléau. L'état de dégradation de certaines voies urbaines ou périurbaines est parfois préoccupant et nécessite des travaux de réhabilitation. Vous n'aurez pas manqué de remarquer là également que la dureté des temps, les difficultés financières du pays ralentissent le programme d'entretien. Les grandes villes Pointe-Noire et Brazzaville ressemblent désormais à des décharges publiques à ciel ouvert. Des tas d'immondices, ils jonchent partout dans les grandes artères de Brazzaville, débordant des bacs à ordures de la société Averda, commises pourtant à la tâche par le gouvernement congolais. Des gigantesques dépotoirs de déchets qui côtoient les populations, la capitale congolaise est une décharge à ciel ouvert. Ce qui est devenu un sujet gênant pour les Brazzavillois qui vivent désormais dans un environnement malsain. Nous ici, on souffre tellement. Il y a les odeurs, il y a les moustiques et puis ça donne la maladie à la population. Donc, on n'a pas la possibilité de bien manger parce que tel que nous sommes là, au bord, la parcelle, c'est là, toujours au coin là. Quand le portail est ouvert, donc vraiment, en tout cas, toute l'odeur là, ça rentre là-bas. Et notre appel, celui lancé au ministère de l'Environnement, qui ne semble pas s'occuper du cadre de vie des Congolais au profit du bassin du Congo et de ses tourbes. Et comme pour bien achever les Congolais qu'il a déjà réduits en esclaves, il vient donc d'ordonner contre la volonté populaire l'occupation militaire du Congo-Brazzaville par le Rwanda, disais-je, de Paul Kagame sous le prétexte d'une culture du ricin pour les biocarburants. Ce pays, vous le savez aussi, pourtant producteur du pétrole, exportateur du bois, je l'ai dit tout à l'heure, des minerais, du gaz liquéfié avec une façade maritime, des richesses qui n'ont jamais, je dis bien jamais profité aux Congolais, désormais estimés à un peu plus de 6 millions d'habitants, des statistiques, là aussi vous le savez, visiblement gonflées et donc erronées pour des raisons électoralistes. Population dont 70% vit dans l'extrême pauvreté, l'extrême précarité, soit à moins d'$1 par jour. Les conditions de vie des Brazzavillois demeurent vraiment préoccupantes. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele à Bakongo, en passant par Mongali Potopoto, jusqu'à Wenze et Talangai, la plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés des tôles. Il suffit de jeter un regard critique et profond dans les meilleurs de logement pour comprendre le risque court des familles entières en s'exposant aux maladies graves. Les Brazzavillois manquent presque de tout, même l'eau devient une denrée rare.
75% de cette population est jeune et sans emploi. Le chômage est endémique au Congo-Brazzaville. Sur les rives du fleuve Congo, les ouvriers de la carrière Combé enchaînent les pelletées de sable. Malgré la chaleur, ils sont des dizaines à venir travailler pour gagner quelques euros à la fin de la journée. Un métier dur, mais ces jeunes n'ont pas le choix. Au Congo, 60% de la jeunesse est au chômage. C'est un métier difficile, très difficile. Notre gouvernement, c'est pas mieux. Il bouffe l'argent pas mieux. Ne suivez pas des jeunes. Mais dans cette petite carrière artisanale, l'activité est saisonnière, rythmée par les pluies équatoriales. Son exploitant, Alfred, regrette le manque de soutien de l'État face aux compagnies nationales et internationales installées au Congo. L'État a privilégié les Chinois, les Socofrons, les grandes entreprises par rapport à nous. Donc vraiment nous sommes rejetés par l'État par rapport à la souffrance qu'on fait. Certains ouvriers sont là depuis des années. Léonie casse des cailloux pour nourrir sa famille, malgré la difficulté de la tâche répétitive. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'autres choses à faire. Donc, c'est mieux que tu viennes ici pour chercher les petites pierres comme ça, là, et pour un travail. Dans la carrière, plusieurs ouvriers dénoncent l'accaparement des richesses et des emplois au profit des ethnies du nord du pays, dont est originaire le président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs jeunes de Brazzaville en quête d'emploi sont descendus dans les rues de Brazzaville pour crier leur colère face au manque d'emploi. Sur leur pancarte brandie pour la circonstance, on pouvait lire les messages comme 2024, année de la souffrance. Une réponse nette au décret portant 2024 comme année de la jeunesse. Cette jeunesse a voulu par cette marche improvisée faire preuve du calvaire qu'elle vit au quotidien, d'où la nécessité de braver la peur dans l'espoir de se faire entendre par le pouvoir public. Car pour eux, les 100 000 emplois promis par le président de la République cette année semblent déjà être un échec et ne connaissent aucune motivation de l'exécutif, sauf dans les discours. Face à ce chaos socio-économique, au lieu de promouvoir l'agriculture vivrière, vous savez que le Congo dans les années 60 était le pionnier en la matière. Denis Sassou Nguesso ordonne plutôt la culture du ricin par les Rwandais au Congo-Brazzaville. Les Rwandais, comme vous le savez aussi, qui n'ont aucune expertise en la matière. Comment comprendre qu'un pays qui exporte pour plus de 700 milliards, je dis bien 700 milliards de francs CFA année, essentiellement des produits alimentaires, puisse prioriser la culture du ricin et en plus dans des zones à très forte concentration humaine. Ces populations, vous le savez aussi, tirent leur subsistance de l'activité agricole. Vraiment qu'il y a des mingi papa betki na mawa. Betu me sala babilanga na pasi samu betu kuzwa. Baka bakaka même pas kuyela ben katula. Nge dia na place. Bene baka exemple yai banguba octo ya ndolo me vana donc bakaba yai deuxième cycle mais faut ko katula. Parce que betke vena toto donc je me demande même est-ce que betke vraiment ba vraiment congolaise ou bien betu bantike ba étrangères ni na ba banche toto kena ko katula betu. Betke na comprendre ve? Hein? Yake Tchad yake vraiment Tchad sama na mambo ni bakala sala. Bon betke la salaka na ntoto betu mosi bakala katula. Betke la babana. Betke la babana ba l'école mais non si ba katulu betu bi ku sala bilanga betke vuka fasona ba babana. Même quand betu chauffeur si maman sala bilanga betu ki la faso. Faut betu maman sala bilanga betu sala pour que me ba kama maman ku na tala iso. Bon baba ni mina kale betu sala faso. Ya betu ki la faso na baba. Des terres qui leur seront finalement spoliées au profit des soldats rwandais déguisés en agriculteurs en violation de l'article 27 de la loi 21/2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en République du Congo, qui dispose, je le cite pour vous, l'occupation et l'acquisition des terres du domaine rural est réservée aux personnes physiques et morales de nationalité congolaise. L'article 40 de la même loi dispose que toute acquisition des terres du domaine rural par une personne étrangère régulièrement
établi au Congo-Brazzaville est nul et de nul effet. Et donc, la création d'une enclave rwandaise au Congo-Brazzaville, notamment dans des zones rurales, est une mise en danger des populations riveraines. Une occupation qui représente non seulement une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville, mais aussi pour le Congo voisin, la RDC, déjà sous l'agression rwandaise depuis plusieurs décennies avec plus de 10 millions de victimes et qui risquera d'accélérer la chute de Kinshasa avec l'installation du Rwanda à Maluku-Tresho, une zone frontalière entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et donc en violation de l'article 39 de la loi 21-2018 qui dispose que toute personne étrangère régulièrement établie sur le territoire national désirant investir au Congo-Brazzaville ne peut bénéficier des modalités d'occupation ou d'attribution des espaces de terre situés dans des zones frontalières. Vous avez probablement compris que finalement, le Congo-Brazzaville est désormais sous contrôle administratif rwandais qui délibère en public à travers le canal de Télé-Congo les grandes décisions qui portent sur l'avenir de la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville, ce que le gouvernement Makosso est désormais incapable de faire. Avant que l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka ne s'exprime à la télé Congo pour dire que finalement la culture du ricin a été validée, personne, ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni la présidence, ni le gouvernement n'avait informé les Congolais de cette décision. En violation délibérée de la loi fondamentale, Denis Sassou Nguesso a donc décidé de défier les populations des deux Congos pour des intérêts étrangers et pour très certainement la conservation du pouvoir à tout prix, comme toujours, mettant en péril non seulement la sécurité nationale et la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville, mais aussi les relations de bon voisinage avec le Congo voisin, la RDC. Des questions légitimes méritent d'être posées. Pourquoi le tyran de Brazzaville s'obstine-t-il à jeter en pâture les deux peuples voisins, de Brazzaville et de Kinshasa? Pourquoi s'obstine-t-il à maintenir ces accords opaques en violation délibérée de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015 en ses articles 44, 53, 77, 217, 219, bref, contre la volonté populaire? Les populations de Madingu ne veulent rien savoir avec les sociétés rwandaises sur leur sol. Certes, les populations ont besoin du travail, mais pas avec les Rwandais. Ils disent non aux Rwandais. Il y a à peine quelques mois, souvenez-vous, Anatole Kouliné-Makosso, son premier ministre, aussi complice dans ce complot international contre le Congo, se pliait en 16 pour tenter d'expliquer l'inexplicable sur les plateaux télé et devant le Parlement, que son gouvernement avait octroyé des autorisations provisoires d'occuper les réserves de l'État, tantôt des autorisations express, mais qui ne seraient pas renouvelables à la date échue, donc le 8 décembre 2024. Mais seulement, voilà, on apprend désormais que finalement, la culture du ricin a été validée et que les Rwandais s'apprêtent à se mettre en œuvre dans la Bwenza. Le projet de la culture de ricin, pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bwenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Que se serait-il donc passé entre-temps pour que ces autorisations provisoires d'occuper les réserves foncières de l'État pour une culture expérimentale du haricot, du soja, des maïs, des bananes et pourquoi pas peut-être du riz aussi, ce soit finalement transformé en des autorisations définitives et donc en bail emphytéotique qui pourraient être convertis en des documents fonciers avec toutes les implications que cela comporte? Pourquoi Anatole Kouliné-Makosso n'est plus jamais reparti devant le Parlement, devant les médias, pour expliquer le miracle qui a consisté à transformer les autorisations provisoires d'occuper les réserves foncières de l'État pour une culture expérimentale, du riz, du soja, du haricot, peut-être de la banane, en un bail emphytéotique? Dites-moi, comment les Congolais feront-ils pour reprendre leurs terres aux Rwandais?
devrait-on vous rappeler comment les Rwandais se sont emparés des terres à l'est de la RDC? L'histoire ne vous enseigne pas? Au cours des 25 dernières années, j'ai été témoin d'atrocités indicibles. Les femmes, les filles, les jeunes et les hommes sont plongés dans une détresse totale. Ceux qui échappent à une mort atroce sont confrontés à la misère, à la faim et aux maladies. Le corps de la femme jadis sacré est devenu l'objet de souffrances indicibles, soumis à des mutilations, des viols et d'autres formes de violences inimaginables, souvent perpétrées devant leur famille. Il m'est arrivé de voir des bébés pleurer sur les corps mutilés de leur mère, au tété les seins de leur mère décédée, tandis que d'autres femmes sont encore aujourd'hui enterrées vivantes. Près de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de mon pays, les principales victimes étant les femmes, les filles, les enfants. Madame la Présidente, aucun programme humanitaire ne peut remédier à une telle catastrophe. Près de 30 ans de violences, d'atrocités et de déplacements massifs de populations, orchestrés par des groupes armés nationaux et étrangers, combinés à l'absence de protection des populations civiles, ont plongé l'Est de la République démocratique du Congo dans une insécurité chronique. Nous suivons de près l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs. Nous sommes forcés de constater que la situation dans cette partie de l'Afrique continue à subir l'influence négative de la crise sécuritaire dans les provinces est de la République démocratique du Congo. Nous sommes très préoccupés par l'escalade du conflit auquel participe le groupe armé illégal M23. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que cela s'accompagne d'une escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali. Nous insistons sur le fait qu'il est indispensable de revenir à une application complète des accords émanant du processus de Luanda. Nous prenons note avec regret du fait que la dégradation de la situation dans l'est de la RDC a également entraîné une aggravation des tensions entre d'autres États de la région. Il est essentiel d'éviter une poursuite de la dégradation de l'architecture de dialogue interétatique dans la région. C'est finalement sur Télécongo que les Congolais ont découvert avec effroi qu'un accord sur la culture du ricin était en œuvre à Aubeville, dans la Bwenza, et qui va s'étendre dans les autres départements de la partie sud du Congo. D'autant plus que c'est une superficie de plus de 156 000 hectares. Je répète, 156 000 hectares qui ont été cédés aux Rwandais. Le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bwenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Soit une superficie 6 à 8 fois plus grande que la ville de Brazzaville. Et donc, toute une enclave rwandaise est en train d'être créée en République du Congo, 4 fois plus grand que le Lesotho. Pour ceux qui connaissent le Lesotho, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants dans l'Afrique du Sud. Mais aussi l'occupation de la zone Maluku très chaud, zone frontalière avec la RDC. De deux projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maluku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo. On peut donc se poser la question, que veut réellement Denis Sassou Nguesso? Pourquoi s'engage-t-il dans une telle démarche périleuse, dans cette politique de la terre brûlée? Qu'a-t-il contre les Congolais? En attendant comprendre les vraies motivations, probablement criminelles du tyran de Brazzaville, les Congolais devraient s'armer de courage pour défendre par tous les moyens, je dis bien par
tous les moyens leur territoire contre l'occupation militaire rwandaise déguisée en agriculteur. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.